Film Soir. Le nec plus ultra de l'actualité du jour. Préparé et servi par la rédaction politique. Mamadou Aliou Bangoura. Nous sommes lundi 9 octobre 2023, premier jour de la semaine. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce Film Soir, la dernière grande session de nos informations qui va commencer par l'essentiel de l'actualité nationale. Et puis on parlera du lancement des travaux d'électrification de Kendoumaya, une localité située dans la sous-préfecture de Rouen qui font Sédan Koya. Les citoyens de cette partie de Koya sont heureux de ce projet et vous les entendrez dans l'Interland. Et les écoles techniques et professionnelles ont ouvert leurs portes ce lundi. Contrairement à la rentrée au pré-universitaire, ces écoles ont connu une forte affluence en cette première journée. Enseignants et encadreurs ont massivement répondu à l'appel de leur département de tutelle. C'est notre coulisse d'aujourd'hui. Dans d'autres rubriques viendront s'ajouter à ceci. Mais avant, plein feu sur l'actu avec Garay Girassi. Bonsoir Garay. Bonsoir Mamadou Aliou, bonsoir à tous. Film Soir. Plein feu sur l'actu. La totale de l'actualité nationale. À la une de l'actualité, l'ancien président de la 9e législature a finalement comparu ce lundi devant la chambre de jugement de la CRIEF. Comme ses prédécesseurs, Amadou Damaro Camara a lui aussi plaidé non coupable. L'actualité, c'est aussi des enseignants contractuels qui refusent jusque-là de reprendre les cours dans les écoles publiques de l'intérieur du pays. Ils exigent le paiement intégral de leur arriéré de salaire. Et puis en ce mois d'octobre, les autorités sanitaires du pays organisent une campagne gratuite de dépistage du cancer du sein, mais aussi du col de l'utérus. Cette activité entre dans le cadre de la sensibilisation mondiale effectuée chaque année contre cette maladie. En ce mois même, c'est tout pour les titres. Merci à tous et bienvenue. Je vous le disais en titre, Amadou Damaro Camara a finalement comparu ce lundi devant la chambre de jugement de la CRIEF, poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics. L'ancien président de l'Assemblée nationale a rejeté en bloc les faits à lui reprocher. Par ailleurs, il a précisé que sur les 15 milliards de francs guinéens, 3 milliards ont été payés aux prestataires, 6 milliards aux députés comme prime en attendant leur subvention et les 6 autres milliards restants seraient dans le compte de l'Assemblée nationale. Aboubakar Sidiki Kamara. Physiquement affaibli, Amadou Damaro Camara a tout de même présenté un air serein ce lundi devant la chambre de jugement de la CRIEF. Après l'avoir identifié, le juge audiencier lui a notifié les chefs d'accusation, des faits que le prévenu a balayés d'un revers de main. Amadou Damaro Camara, ancien président de l'Assemblée nationale. La gestion des 15 milliards se résume à cette opération, laquelle à peu près 3 milliards ont été utilisés sur le site EDG, SEC et la société de M. Kim. 6 milliards ont été utilisés pour payer les députés et 6 milliards étaient dans le compte. Pour Damaro Camara, l'article 26 du règlement de l'Assemblée nationale lui conférait bien le pouvoir d'agir de la sorte. Concernant le paiement des 20 millions de francs guinéens à Feu Mousseni Camara par le patron de la société qui a décapé le site, le prévenu précise. Kim m'a appelé. Je vous ai dit que je ne gagnais rien sur ça, donc je ne peux pas payer de commission à quelqu'un. Je lui ai dit, mais qui te demande de payer quelque chose? Il me dit, ton envoyé me demande qu'est-ce qu'il gagne dedans. J'ai dit, Kim ne paye rien et je ne suis pas impliqué dans ça. Après un changement de régime, dit-il, l'État aurait commencé par commanditer un audit. C'est lorsque des points incriminés n'ont pas pu être expliqués que l'État renvoie l'affaire à la justice. Ce qui n'a pas été fait, déplore-t-il. J'ai été convoqué devant la gendarmerie sur une simple dénonciation anonyme. À l'en croire, l'Assemblée nationale ne bénéficie que du budget de fonctionnement. Les 15 milliards pour lesquels il est poursuivi seraient un budget d'investissement qui serait d'ailleurs exceptionnel. Mokhtar Ba était au stade quand les crépitements d'armes ont commencé le 28 septembre 2009. Le correspondant de RFI l'a dit ce lundi au procès des événements du 28 septembre au tribunal criminel de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry, constitué partie civile dans ce dossier. Notre confrère dit avoir porté plainte contre le pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara pour avoir été violenté, traumatisé et menacé de mort au stade à la fois de la part des policiers, gendarmes et bérets rouges. Sékou Diatia Camara, compte rendu.
Mouktar Ba a connu beaucoup de péripéties en marge du massacre du 28 septembre en 2009. Son premier problème est parti de l'arrivée des agents de la CMS du Cameroun après les premières tractations entre le colonel Moussa Keboro Kamara et les premiers manifestants aux alentours du stade. Quand ils sont arrivés, il y a eu des discussions, le ton est monté, Keboro a dit chargez, le désordre a commencé, matraque, lacrymogène, coup de pied. C'est en ce moment on m'a arrêté. Ils ont arraché mes appareils, ils ont cassé sur le goudron. Ils m'ont embarqué dans un véhicule de la CMS. À un moment, Bafo est venu en courant. Quand il m'a vu dans le véhicule, il a crié sur les policiers. Il les a insultés. Ils m'ont descendu. Quand je suis descendu, je venais vers le carrefour. J'ai entendu quelqu'un dire il y a un mort. Et la première, c'était vraiment la première victime. Après avoir vu le corps de cette première victime, il décide d'aller acheminer ses premiers éléments à partir du quartier avant de revenir au stade. Je rentre à peine, je mets mes pieds sur le gazon, dans la cuvette, j'ai entendu le crépitement d'armes. Les crépitements d'armes ont créé la débandade au stade. Mouktar Ba et son ami Amadou Diallo de la BBC se mettent à l'abri. C'est au sortir de cette cachette qu'il dit avoir subi les vraies menaces. Après, nous mettons encore nos pieds dehors de notre cachette là. C'est 5 militaires bérets rouges qui nous ont arrêtés. Ils nous ont insultés. Ils nous ont dit on va vous tuer, on va vous exécuter. Mettez-vous à genoux. C'est dans la discussion là que 2 plus gradés sont arrivés en courant. Laissez-les, ne les tuez pas. C'est des journalistes, je les connais, ils étaient avec nous à l'abri. Un des officiers appelle un policier de nous faire sortir. À la terrasse, ils sont à nouveau interpellés, mais cette fois par des gendarmes après avoir été abandonnés par le policier qui les accompagnait. Il a révélé qu'un élément lui a retiré une somme de $150 et 300 000 francs guinéens. Mouktar Ba et ses compagnons sont sauvés par un certain Kati qui était selon lui dans le dispositif protocolaire de la junte. La victime a témoigné avoir vu des corps et entendu parler des scènes de viol. En dépit de tous ces détails, les avocats du colonel Moussa Keboro Kamara n'accordent aucun crédit aux déclarations de notre confrère. Ils sont allés jusqu'à affirmer que sa constitution de partie civile est tardive. On écoute Maître Jean-Moussa Sovogui, un d'entre eux au micro de Sekou Diatia Kamara. Le passage de M. Mouktar Ba est un passage qu'on peut qualifier de non-événement devant un tribunal criminel. M. Mouktar Ba serait victime des événements qui se sont déroulés au stade du 28 septembre en 2009. Il attend 2023 pour saisir le tribunal. Donc c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure. En matière pénale, il y a des délais de prescription. En matière criminelle, le délai de prescription est de 10 ans. Et conformément au droit pénal guinéen, vous n'avez pas la possibilité d'engager une action civile lorsque il y a prescription de l'action publique. C'est-à-dire que le délai qui est prévu pour l'action publique, si vous attendez ce délai-là passer, vous n'avez pas la possibilité en tant que victime de venir saisir le tribunal. Donc pour nous, tout ce qu'il a raconté est irrécevable. Pendant nos plaidoiries, nous allons développer ça de long en large. À la suite de Mouktar Ba, 3 autres victimes ont été entendues dans la journée de ce lundi. Il s'agit de Mamadou Samba Bari, de Mamadou Djoulde Baldé et d'Abdoul Salam Bari. Tous sont constitués partie civile dans ce dossier pour des faits de torture pour les uns et coups et blessures pour les autres. Invité de l'émission Mirador de ce lundi, Aliou Ba, le leader du mouvement démocratique libéral Modèle, s'est prononcé sur plusieurs sujets politiques et économiques du pays. C'est notamment la levée de 5 000 milliards de francs guinéens engagés auprès des banques pour combler le déficit budgétaire contenu dans la loi de finances, ainsi que la conduite globale de la transition en cours dans le pays. Aux yeux de cet homme politique, le président de la transition a failli à sa mission. Mamadama, décryptage. La mobilisation de ces 5 000 milliards de nos francs engagés par la BCRG et le ministère de l'économie et des finances est le signe d'une crise de confiance entre l'État et les véritables acteurs de l'économie, estime le responsable du parti Modèle. Pourquoi avoir eu besoin de passer par un protocole d'accord? Mais chez nous, puisqu'on est réfractaire, on est un peu allergique à tout ce qui est transparent, ça n'en fait pas cas. Oui. C'est indicatif d'une crise de confiance entre les véritables acteurs de l'économie et l'État. Parlant de la façon dont la transition est conduite dans le pays, Aliou Ba pense qu'à l'allure où vont les choses, on a l'impression que le pays est dirigé par un président démocratiquement élu. Et je crois que cette transition est allée dans le sens de ce qu'on n'a pas souhaité. On a même l'impression que ce n'est plus une transition qui est en cours, c'est plutôt l'exercice d'un mandat, mais de façon subtile. Mais aujourd'hui, tout porte à croire qu'on veut fabriquer quelqu'un qu'on veut nous imposer. Il justifie cet état de fait par le discours de Mamadi Doumbouya tenu à la tribune des Nations Unies, un discours qu'il critique vigoureusement. Il a raté une opportunité de démontrer davantage sa bonne foi par rapport à son engagement du 5. Dans son discours aux Nations Unies, il devait rassurer, il devait montrer
qu'il est résolument engagé à ramener la Guinée dans un ordre constitutionnel conformant à ses engagements. Il réitérait son engagement d'officier militaire. Aujourd'hui, Aliou Ba fait partie des 80 lauréats africains du prix africain du mérite de l'excellence PADEV 2023, dont la remise des prix est prévue le 24 octobre prochain à Kigali. Je vous le disais également en titre, une semaine après la rentrée des classes, plusieurs enseignants contractuels refusent de reprendre les cours dans les écoles publiques de l'intérieur du pays. Ils exigent d'abord le paiement intégral de leur arriéré de salaire. Dans une interview accordée ce lundi à notre rédaction, un des coordinateurs annonce que les autorités ont décidé de payer 2 mois de salaire d'ici le 15 octobre, une proposition rejetée par les contractuels qui comptent organiser des manifestations d'ici la fin de cette semaine. Bani Sidibé. Depuis l'ouverture des classes, la plupart des enseignants contractuels ont décidé de rester à la maison. Ce lundi encore, le ministre de l'enseignement préuniversitaire a tenté de rassurer ses contractuels quant au paiement de leur arriéré de salaire. Mais les promesses ne semblent pas convaincre les responsables de la coordination des enseignants contractuels. Ils exigent le paiement de 6 mois d'arriéré au lieu de 2. Moussa Doré est l'un des responsables. Ils veulent payer 2 millions à chaque contractuel à la fin de ce mois. Ce matin, après une rencontre que nous avons eue avec le ministre il nous a fait comprendre que à partir du 15, les gens seraient payés, ce que nous avons rejeté en bloc. Mais pour nous, cette proposition encore est minime parce que nous avons fait plus de 3 mois de souffrance qui nous payent au minimum les 6 mois de salaire. En attendant, à Pita, les cours peinent à reprendre dans les écoles publiques, nous a confié le coordinateur des enseignants contractuels de cette localité. Fasseli Djoubate estime que la proposition faite par les autorités est insignifiante. La majorité des contractuels évoluant dans les écoles publiques ici à Pita sont à la maison ou en train de se débrouiller. Les écoles publiques, la majorité d'entre elles, surtout dans les villages reculés, sont complètement désertes. Les 2 mois, c'est des salaires. Jusque-là, on n'en parle même pas de nos primes d'incitation. C'est insignifiant. Si rien n'est fait, les manifestations vont reprendre cette semaine, prévient Moussa Doré. Le mot d'ordre reste maintenu. Le sitting se fera la semaine-là. Nous avons donné un temps moratoire à l'État. Et dès que ce temps-là passe, si l'État ne fait rien, nous allons en tout cas faire en sorte que le collectif de la coordination organise des sittings dans toutes les préfectures pour exiger à l'État le paiement intégral des arriérés. Ces enseignants contractuels déplorent le fait que l'État n'a pas respecté le contenu du contrat qu'ils ont signé après 9 mois de cours. En plus de leur arriéré de salaire, ils exigent aussi leur intégration à la fonction publique. Pendant ce temps, l'ultimatum donné par le SPPG aux détracteurs de Guinée Matin et inquisiteurs, tous des sites d'information en ligne, expire ce lundi à 22h. Pour le moment, la situation reste inchangée, ce qui écarte l'option d'un quelconque compromis dans cette affaire. D'ailleurs, le syndicat des professionnels de la presse de Guinée entend passer à ce qu'il appelle le sursaut de la dignité. C'est le seul moyen, selon Sekou Jamal Pendessa, de rétablir ces sites dans leurs droits al Sénégal. L'ultimatum a été donné mardi dernier par le syndicat des professionnels de la presse de Guinée lors de sa visite guidée dans les locaux du site Guinée Matin. Malgré cet ultimatum, rien ne semble pour le moment changer. Cela à seulement quelques heures de sa levée. Pour Sekou Jamal Pendessa, secrétaire général du SPPG, son syndicat ne reculera pas d'un iota. Le SPPG a évalué la situation ce week-end. Malheureusement, elle est restée inchangée. Inquisiteurs et Guinée Matin sont inaccessibles quand vous êtes sur le territoire guinéen. Nous sommes à 10 heures de la fin de l'ultimatum. Il nous semble désormais que l'assaut de la dignité est inévitable. Parce que justement, malgré l'ultimatum, ceux qui sont derrière ces restrictions illégales ne semblent pas entendre raison. Par conséquent, nous allons passer à l'acte. Dans donc 4 heures avant, le syndicat va certainement passer à l'assaut de la dignité. Déjà, le secrétaire général du SPPG annonce que la personne à l'origine des ennuis des sites d'information Guinée Matin et Inquisiteur est déjà identifiée. Laissez-moi vous dire que c'est un haut commis de l'État, officiellement qui n'a pas reçu de mandat pour fermer ce site, qui profite de sa position dirigeante pour régler des comptes personnels à Guinée Matin. Concernant Inquisiteur, au moment où je vous parle, presque tout est fini. Lui aussi, la certitude est quasiment là. D'ailleurs,
Le SPPG demande à tous ses membres de se tenir prêts pour une éventuelle réplique. Nous demandons à tout le monde de se tenir prêt. Nous avons mis la corporation en alerte rouge. Comme on l'a dit, ce mardi à la première heure, les consignes vont tomber dans les plateformes du syndicat, ensuite dans d'autres plateformes de journalistes. Et puis, on va donner la conduite à tenir et surtout, ce combat qu'on mène, c'est pour nous tous. Si rien n'est fait d'ici 22 heures, le syndicat des professionnels de la presse de Guinée compte déclencher l'assaut de la dignité et de la liberté pour se faire entendre. Octobre, c'est le mois choisi dans le monde entier pour sensibiliser les femmes sur la nécessité pour elles de se faire dépister du cancer de sein. En Guinée, cette occasion est mise à profit par les autorités sanitaires pour organiser une campagne gratuite de dépistage du cancer du sein, mais aussi celui du col de l'utérus. Pour l'instant, l'opération se déroule uniquement au centre de cancérologie de Kaporo, une opportunité offerte à toutes les femmes en âge de procréer de se faire dépister contre ces deux types de cancers qui tue chaque jour 6 femmes en Guinée. Notre reporter Mawa Eva Silla y a fait un tour ce lundi. Suivez son reportage. C'est le mois d'octobre, une occasion de sensibiliser et de mobiliser le grand public contre le cancer du sein qui reste à ce jour le cancer féminin le plus diagnostiqué au monde. Au centre de cancérologie de Kaporo, une campagne de dépistage est organisée à cet effet. Dr Aïcha Toubari est cancérologue dans ce centre. L'initiative de l'association, c'est de dépister les femmes, rechercher des lésions précancéreuses pour la prise en charge. Et cette initiative, ça permet aux femmes d'être aidées, leur faire savoir que le cancer, il existe et c'est pas une fatalité. Depuis le matin, Dr Aïcha Toubari n'a accueilli qu'une seule femme pour le dépistage, une situation qu'elle trouve déplorable et lance un appel à l'endroit des femmes. Les femmes ne viennent pas. C'est le début du mois. Aujourd'hui, depuis le matin, je n'ai vu qu'une seule femme. Donc vraiment, nous incitons les femmes à venir de se faire dépister parce que ce dépistage, c'est pour elles une lésion cancéreuse vue très tôt. La prise en charge, elle est vraiment pas coûteuse et il y a moins de dégâts. Zainab Keita est une étudiante en fin de cycle. Elle est venue se faire dépister contre le cancer de sein. Elle apprécie l'initiative. Les femmes ne viennent pas. C'est le début du mois. Aujourd'hui, depuis le matin, je n'ai vu qu'une seule femme. Donc vraiment, nous incitons les femmes à venir de se faire dépister parce que ce dépistage, c'est pour elles une lésion cancéreuse vue très tôt. La prise en charge, elle est vraiment pas coûteuse et il y a moins de dégâts. Dans ce centre où s'effectue une campagne de dépistage gratuite, toutes celles dont le résultat révèle des lésions précancéreuses sont immédiatement prises en charge par le Programme national de lutte contre le cancer. De Conakry, nous partons à l'intérieur du pays. L'assassinat d'une dame du nom de Nenen Keita la semaine dernière dans le village de Ganimbaya, dans la sous-préfecture de Sangaréa, à Pita, a donné lieu à des représailles. Des cases ont été incendiées et des maisons vandalisées par des jeunes en colère venus venger la mort de cette dame qui aurait été assassinée par son amant. Mais parmi ces jeunes, 4 ont été interpellés, nous a confié ce lundi le procureur près le tribunal de première instance de Pita, Bakara Kamara, annonce par ailleurs que les recherches se poursuivent pour retrouver les fugitifs. Aminata Keita. Au total, ce sont 13 concessions et leurs contenus qui ont été vandalisés puis incendiés par ces jeunes en colère. Le procureur près du tribunal de première instance de Pita, qui s'est saisi de l'affaire, revient sur cet incident. Bakari Kamara. Effectivement, il y a eu homicide à Sangaréa. On a été informé par rapport à ça. Nous sommes allés sur le lieu. On a compté 13 cases brûlées. Suite à ça, on a interpellé des personnes qui auraient incendié les cases qui sont liées à la famille de la dame victime. On les a interpellés au nombre de 4 personnes. De nos jours, ils sont au parquet de Pita parce que l'enquête préliminaire a déjà pris fin. Il reste maintenant la suite de la procédure. Actuellement, là où je vous parle comme ça, le dossier est au parquet de Pita. La mort de Dame Keita ne restera pas impunie, assure Bakari Kamara. Il annonce l'ouverture d'une enquête afin de retrouver son présumé assassin. On a entamé les poursuites, on a déclenché l'action publique contre lui. La gendarmerie a fait son travail, ils ont décelé ici. Déjà, il y a eu même une conversation entre la gendarmerie de Pita et la gendarmerie de Koundara. Actuellement, les recherches continuent et la procédure est en cours. Cependant, les causes de l'assassinat de Nenen Keita restent encore inconnues.
À Makiting, dans la préfecture de Sigiri, un jeune homme d'une vingtaine d'années a été retrouvé pendu à son domicile samedi, selon Dr Abdoulaye Bassirou Kondé, médecin d'appui aux urgences médico-chirurgicales à l'hôpital préfectoral de Sigiri. La piste de dépression mentale qu'on a attribuée à la victime ne tient pas. Suivez ses explications. Samedi, vers 17h, on a reçu l'appel des chefs de poste de la gendarmerie de Mankiting concernant la pendaison d'un jeune homme environ 20 ans. Entre-temps, monsieur le procureur de la République près du tribunal de première instance de Sigiri, maître Kindi Baldé, a été saisi de l'affaire. Il a ordonné pour se rendre à Mankiting ici, voir réellement ce qui se passe. Les parents de la victime, dans leur interrogation, franchement, ce qu'on a compris, ils ont parlé de la dépression mentale. C'est-à-dire leur frère souffrait d'une dépression mentale. Mais c'est que la vérité, on n'a pas vu une trace, c'est-à-dire si par de l'antécédent dépression mentale, on doit voir au moins un papier, c'est-à-dire un carnet qui fait allusion à ça, ou bien au moins un médicament qui fait allusion à ça. Mais on n'a jamais vu un médicament, au moins aucune trace qu'on a vue pour montrer réellement que leur frère souffrait de la dépression mentale. Pour le médecin d'appui aux urgences médico-chirurgicales de l'hôpital de Sigiri, la victime est décédée d'une mort violente et suspecte à la fois. On écoute à nouveau Dr Abdoulaye Bassirou Kondé. Jusqu'à 15h, il était à côté de ses frères, mais c'est à 17h qu'on est venu devant leur propre maison, là où ils passent la nuit, sur le véranda. C'est là-bas qu'il s'est pendu. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement aujourd'hui pour qu'ils viennent comme ça subitement se pendre ici. Donc, on a approfondi l'interrogatoire. Ils ont dit que le gars même n'était pas là. Il était dans un autre village, là où il est né, qu'on appelle Nunkunkan. C'est une sous-préfecture qui est vers Norasoba, que c'est là-bas qu'il était. Mais son frère, compte tenu de son état, il a préféré que son frère soit à côté de lui ici, à Mankiting ici. Ce qu'on peut dire par rapport à sa mort, le jeune homme qui a trouvé la mort, il répond au nom de Franck Magasuba, âgé de 26 ans environ. Il est le fils d'Ibrahim et de Fadima Kourouma. Il était célibataire, sans enfant, selon les informations. Et ce qu'on peut dire à propos de sa mort, que c'est une mort violente et c'est une mort suspecte à la fois, parce que jusqu'à là où nous sommes, on ne connaît pas réellement la cause de sa pendaison. Partons à présent dans la commune rurale de Lébékérin, l'une des plus enclavées de la préfecture de Mali, située dans la région de l'Abbé. Joint par notre rédaction, le maire de cette commune explique que les routes qui mènent à cette collectivité sont devenues impraticables. À ce problème de route s'ajoute le manque criard d'infrastructures de base et l'insécurité galopante, regrette Alaouri Soiré. Le maire de Lébékérin sollicite l'aide des autorités de la transition pour sortir sa commune de l'ornière. Amadou Ribari. Le maire, joint par notre rédaction, égrène un chapelet de problèmes auxquels fait face sa collectivité. Mais selon Alaouri Soiré, la principale inquiétude de ses concitoyens concerne le manque de routes qui isole la commune rurale, selon le maire. Notre difficulté en première position d'abord, donc la route est impraticable. C'est le problème qu'on a, en tout cas. Accès de problème ici, la difficulté ici, la route est impraticable. À ce problème s'ajoute le manque d'eau et l'insécurité qui prend une ampleur inquiétante à Lébékérin, rapporte Alaouri Soiré. On n'a pas d'eau. On n'a pas d'eau là. Beaucoup de population, on n'a qu'un seul forage actuellement. L'insécurité dans notre commune rurale ici. Donc l'insécurité est totalement ici à Lébékérin. On n'a pas d'agent, ni policiers, ni gendarmes. Vraiment, on est là. La commune rurale de Lébékérin se vide aussi de ses bras valides. L'enclavement de la localité et le manque d'infrastructures de base poussent les jeunes à partir à la recherche d'une vie meilleure, regrette Alaouri Soiré. Toute la jeunesse ici, bon, il y a certains qui quittent ici pour aller au Sénégal, c'est pratiquement à Bantako là-bas, là où on cherche de l'or. Donc souvent les jeunes sont par là-bas parce qu'ici on ne peut pas en tout cas avoir quelque chose qui est en tout cas fiable. Le maire de la commune rurale de Lébékérin invite l'État à faire face à sa collectivité qui est l'une des plus pauvres de la région de la Moyenne-Guinée, estime Alaouri Soiré. Sport à présent, le 12 novembre prochain est la date retenue pour l'ouverture de la saison sportive 2023-2024 du championnat de première division guinéenne. C'est l'annonce faite par la Ligue guinéenne de football professionnel. Des entraîneurs et dirigeants de clubs engagés dans cette compétition se réjouissent de cette nouvelle, même s'ils émettent des inquiétudes. C'est notamment le cas du secrétaire général du Afia FC qui pointe du doigt la non-disponibilité d'un certain nombre de stades. N'est-ce pas, Alassane Diallo? Au Afia, cette annonce de reprise du championnat guinéen est très bien accueillie par les dirigeants du club champion en titre. Marco Ibrahima Soriba
est le secrétaire général du club aux 3 étoiles. Nous, ça nous arrange qu'il n'y ait pas un grand fossé entre la fin de notre compétition et puis le début du championnat. À partir du 12, on reprend les entraînements. Souleymane Kamara Abedi, coach principal de l'AS Mineur de Sangaredi, salue également cette nouvelle de l'instance organisatrice de la compétition. Il estime d'ailleurs que ça y va de l'intérêt du Sor Academy qui va jouer la phase de poule de la Coupe CAF. Aujourd'hui, nous sommes en retard, donc ça fait vraiment plaisir et surtout pour l'Académie Sor qui est entrée dans la phase de poule. Et ça serait un atout pour l'Académie Sor pour jouer au moins 2-3 matchs avant la compétition. Sauf que, qui parle de football dit forcément stade. D'où l'inquiétude de Marco Ibrahima Soriba qui évoque la non-disponibilité des stades du 28 septembre et Général Lansana Conti. Est-ce qu'on ne va pas avoir des problèmes de stade? Parce qu'aujourd'hui, ni le stade Général Lansana Conti, ni le stade du 28 septembre ne seront opérationnels. Le stade de la mission également va être en rénovation parce que je crois qu'ils ont eu un partenaire pour reprendre la pelouse, puis je crois les gradins. Le stade Petit Soli, normalement, devrait aussi être en rénovation. Souleymane Abedi, quant à lui, s'apprête à entamer les préparatifs afin de bien débuter la nouvelle saison. Si on a un objectif bien ficelé l'année prochaine pour faire quelque chose de grand, il faut se réveiller tôt. Donc nous allons reprendre la semaine prochaine pour mieux se préparer. A noter que le championnat guinéen de première division va mettre aux prises cette année 14 clubs issus de la Basse et Haute-Guinée. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Film Soir se poursuit avec vous, Mamadou Aliou Bangoura. Merci infiniment à vous, Garay Girassi. On vous retrouve tout à l'heure pour le Transinfo. En attendant, Film Soir se poursuit avec les coulisses. Film Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour. Préparé et servi par la rédaction politique. Mamadou Aliou Bangoura. Les écoles techniques et professionnelles ont ouvert leurs portes ce lundi. Contrairement à la rentrée au pré-universitaire, ces écoles ont connu une forte affluence en cette première journée. Enseignants, encadreurs et apprenants ont massivement répondu à l'appel de leur département de tutelle. Notre reporter Mamoudou Diakité a fait le tour dans quelques écoles. Suivez son constat. Film Soir, coulisses, les couloirs d'un événement du jour. Nous sommes à l'École nationale des postes et télécommunications. Ici, les cours ont effectivement repris et l'affluence est de taille. Ce qui, selon Ousmane Kanté, directeur des études et des stages, traduit l'engagement de chacun et de tous. La direction suppose que l'ouverture est vraiment effective. Il y a eu pour le moment les étudiants de la 10e année et de la 3e année qui sont là, très motivés pour reprendre les cours, et les professeurs qui sont chargés des cours au niveau de la 10e et 3e année. Cette reprise des cours est applaudie par Sekoussane Kondé et Mariam Sadio, tous les deux candidats aux examens de sortie. Nous allons remercier Dieu pour la grâce d'avoir nous gardé en bonne santé. Nous sommes vraiment prêts pour affronter l'examen de sortie pour cette majeure de la promotion. Je suis très heureuse de reprendre les cours ici. Cette année, je vais faire l'examen de sortie en télécommunication. Malgré cette effectivité, le directeur des études et des stages exhorte les parents des apprenants à plus de responsabilités. Nous demandons à tous les parents de dire aux jeunes de venir suivre les cours. Il ne faut pas attendre 2 mois et dire pourquoi l'enfant n'était pas là à l'ouverture. S'ils ont des empêchements, qu'ils écrivent aux institutions pour nous prévenir maintenant. Ce jeune-là est occupé à ça. Dans plusieurs établissements d'enseignement technique et professionnel, les cours ont repris avec rigueur, une manière selon les encadreurs de pousser les candidats à maîtriser plus vite les programmes scolaires. Cela avant d'affronter les examens de sortie. Voilà, vous avez compris, c'était le lancement des cours dans les écoles techniques et professionnelles. Partons à présent avec l'Interland. Film Soir, l'Interland. L'actu de nos régions déclinées par nos correspondants. C'est une bonne nouvelle. Koya, les travaux d'électrification de Kendoumaya, situés dans la sous-préfecture de Wonkifon, sont lancés. Autorités locales, hommes et femmes de ce district sont à pied d'œuvre pour la réussite de ce projet. Tous expriment leur joie dans ce reportage de Mohamed Karbabangoura.
Situé à 8 km de la commune urbaine de Koya, Kendoumaya va avoir désormais le courant électrique. Le président du district, Ali Badara Kamara, annonce l'arrivée des poteaux électriques et l'ambiance qui y règne. Quand on m'a appelé que les poteaux électriques doivent venir, j'ai mobilisé toute la population de Kendoumaya. Nous avons débarqué les 2 premiers voyages au rond-point de Wouyaya et Kontaya. Et le 3e voyage a été débarqué au rond-point de Kendoumaya et Tomboya. On a fêté ce jour-là à Kendoumaya. Les travaux ont été lancés le week-end dernier. Sur place, chacun se mobilise pour la réussite du projet. Abdoulaye Kamara, chef secteur adjoint, parle de l'évolution du travail. Le matin, 400 personnes sont venues pour défricher la route. Tout le monde est content. Nous avons commencé les mesures de Tougandé à Kendoumaya. Nous avons décidé de continuer le travail avant l'arrivée des poteaux restants. Goulibinte Kamara aussi ne cache pas sa joie. La présidente des femmes de Kendoumaya applaudit l'arrivée du courant électrique dans son district. Je serai très contente si le courant arrive à Kendoumaya. Si on veut regarder le poste téléviseur, il faut carburer le moteur. Autre chose, Kendoumaya a un problème de marché et de route. Le président des ressortissants apporte dans le même sens. Il pense que le courant électrique sera un élément déclencheur du développement du district de Kendoumaya. Alicieni Kamara. Pour celui qui connaît l'importance de l'électricité, apprendre que ton village a bénéficié d'un tel projet, c'est un paradis. Par le passé, la plupart des jeunes de mon village quittaient pour aller apprendre certains métiers. Aujourd'hui, si on a l'électricité au village, l'exode rural, on n'en parlera plus. Kendoumaya, si vous voulez, c'est l'un des villages plus proches de la commune urbaine de Koya. Le fait que le courant n'y est pas encore, ça fait que les gens bougent beaucoup plus pour le centre-ville. Si on a la route, je pense que Kendoumaya sera, si vous voulez, un des quartiers de Koya. La population de Kendoumaya, composée de 5 secteurs, demande à l'État de penser aussi à la construction d'infrastructures, notamment des écoles, des marchés et des routes. Bientôt l'électricité dans ce district, c'est à Kendoumaya. Merci infiniment à vous Mohamed Karba Bangoura. Il est 18h32, il est l'heure de s'informer de l'actu du continent et d'ailleurs. Film Soir, Transinfo. Film Soir au diapason de l'actualité en Afrique et dans le monde. Et c'est avec vous, Yara Guirassile, bonsoir. Bonsoir Mamadou Aliou, bonsoir à tous. Au Mali, plus de combats entre les forces armées maliennes et les rebelles du cadre stratégique permanent. Depuis 48 heures, les FAMA et leurs supplétifs russes du groupe Wagner sont entrés le 7 octobre 2023 au matin à Anéfi, aux portes de la région de Kidal. Cette localité était jusque-là contrôlée par les groupes armés du CSP. L'armée malienne y a hissé le drapeau national et depuis, une forme de pause est observée sur le terrain. En RDC, le dépôt des candidatures est terminé dimanche soir. Tous les points lourds, le président Félix Tshisekedi y compris, sont présents. Prévu le 20 décembre prochain, le scrutin qui les mettra est à un seul tour. Mais d'ores et déjà, le président sortant espère pouvoir profiter de la multitude de candidats de l'opposition. Le Royaume-Uni expulsera-t-il un jour vers le Rwanda des migrants arrivés illégalement sur son sol? La décision sera mise en délibéré à l'issue de 3 jours d'audience qui se tiendront devant la plus haute juridiction britannique, sans doute à plusieurs semaines, pour décider de l'avenir de cette mesure controversée, vertement critiquée. Mi-2022, un premier vol avait été annulé après une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, le président turc a mis en garde à Israël ce lundi contre une attaque de civils à Gaza dans sa guerre contre le Hamas. Recep Tayyip Erdogan a dit à son homologue israélien lors d'une conversation téléphonique que frapper collectivement et de manière indiscriminée les habitants de Gaza ne ferait qu'accroître les souffrances et renforcer la spirale de la violence dans la région. C'est la fin de ces infos à tous. Merci pour votre fidélité. Merci infiniment à vous. Garay, Film Soir se poursuit avec la une. Film Soir, la une de les manchettes des médias d'ici et d'ailleurs.
Des enseignants contractuels de l'AB ont battu le pavé ce lundi dans la commune urbaine. Ils ont dénoncé l'attitude de certains de leurs camarades qui ont repris les cours malgré les appels au boycott de la coordination nationale. Ce sujet fait la une du site révélateur 224.com. Pour en parler, nous avons en ligne Mamadou Aliou Diallo, correspondant du site à l'AB. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir à vous et bonsoir à tous vos auditeurs. Bienvenue dans cette session d'information. Vous nous apprenez que des enseignants contractuels de l'ABE ont marché dans la ville ce lundi. Quelles sont les raisons? Effectivement, très tôt ce matin, c'est lundi 9 octobre 2023, les enseignants contractuels de l'ABE se sont fortement mobilisés ce lundi 9 octobre bien sûr, pour faire sortir leurs camarades dans les écoles dans la commune urbaine ici. Ces hommes de Créé qualifient leurs collègues qui ont repris les cours de traîtres. Dans la foulée de cette protestation, les enseignants contractuels scandaient des slogans comme Doumbouya zéro, nous voulons nos salaires, sans salaire, il n'y aura pas de cours. Bien. Alors, vous l'avez dit, hein, ils ont essayé d'attirer l'attention de leurs collègues. Ils ont fait le tour de certaines écoles publiques pour démobiliser leurs amis. Est-ce qu'ils ont été entendus? Est-ce que ceux-ci ont finalement abandonné les cours? Effectivement, oui. Dans certains établissements, quand ils sont partis pour faire sortir leurs camarades, ces camarades qui étaient dans les différentes salles de classe pour dispenser les cours ont sorti et ont résolu leur mouvement pour partir dans les autres écoles de la ville et sortir ceux qui n'ont pas accepté d'obéir à leurs décisions. Bien, alors est-ce que des incidents ont eu lieu pendant le trajet? Est-ce que les autorités sont intervenues? Je parle bien sûr des forces de l'ordre. À rappeler que tout au long de cette marche, aucun incident n'a été signalé et nous n'avons pas aussi constaté la présence d'un agent de sécurité dans la ville. D'accord, merci infiniment à vous, chers confrères. Il faut rappeler que les enseignants contractuels de Guinée réclament de nombreux mois d'arriérés de salaire et de primes de zone, mais aussi leur engagement à la fonction publique sans concours. Le gouvernement de transition ne l'entend pas de cet oreille par rapport à ce dernier point. Merci Mamadou Aliou Diallo. Je rappelle qu'il est le correspondant du révélateur du 124.com. On poursuit cette session d'information avec l'édito. Film Soir, l'édito. Avec le discours du colonel Mamadi Doumbouya qui se fait de plus en plus rigide, brouillant ainsi les pistes sur le déroulé du chronogramme devant mener le pays vers le retour à l'ordre constitutionnel. Seuls ceux qui savent lire l'avenir dans une boule de cristal pourraient dorénavant nous situer sur l'épilogue de la transition, tout en se gardant de faire un procès en sorcellerie au chef de la junte. Le moment est toutefois venu d'éviter de pécher par excès d'angélisme face à plusieurs faisceaux d'indices qui remettent en cause la bonne foi et la moralité des autorités de la transition. Suivez cet édito de Mamadou Diambaldé. C'est comme s'il y avait un avant et un arrêt du discours prononcé par le chef de l'État à la faveur de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier à New York. Le chef de la junte ayant pris sur lui à l'occasion de cette sortie solennelle avec un air grandiloquent de dévoiler les intentions de son gouvernement dans la gestion de la transition en faveur d'un changement de cap qui tranche avec les fondamentaux de la charte de la transition. Ainsi, le curseur a été placé en priorité sur le volet social qui englobe en lui-même l'édification des infrastructures, ces maillages du territoire en logements sociaux et en ouvrages de franchissement visant à doper plutôt l'économie par la création d'emplois, une vision purement keynésienne. Ce n'est qu'après ces deux piliers, à savoir le social et l'économie, que le troisième pilier de ces trépieds, à savoir le politique, pourrait être pris en compte. Une inversion des priorités qui est tombée comme un coup près
sur la tête de l'opposition qui peine pour le moment à reprendre ses esprits tant le choc fut rude. Car à l'allure va où va le vaisseau, le capitaine, tout en se donnant fière allure, est soupçonné de vouloir conserver les manettes au-delà des 2 ans impartis pour la durée de la transition, quitte à faire preuve de parjure, en attendant que cette volte-face de la junte n'impacte insidieusement le chronogramme de la transition. Il faut reconnaître qu'elle a provoqué une véritable douche froide sur l'aile dure des forces vives, des opposants qui se répandent depuis lors en imprécations tout en menaçant de battre le pavé dans les jours à venir. Le discours du 2 octobre n'ayant fait que raviver les braises. L'avenir nous dira qui aura le dessus dans ces mano à mano qui s'annoncent sanglants entre une junte faisant preuve d'une opiniâtreté à toute épreuve et une opposition qui se ramollit au fil des jours, ne s'en tenant désormais qu'à des menaces en l'air. Ces 2 ténors étant hors du pays, à savoir Dalin et Sidia, aux grandes dames de leurs troupes, sans oublier le FNDC dissous dont les leaders ont aussi pris un repos sabbatique, laissant le CNRD seul mettre à bord, naviguant sur des eaux plutôt calmes. Les 5 000 milliards que l'État veut mobiliser auprès des banques primaires continuent de faire couler encre et salive. Et ce soir, nous allons en parler avec notre invité. Il s'agit du coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée qui va intervenir à la fin de cette session d'information. Il est notre invité, l'invité de Ibrahim Khalil Diallo. Partons à présent avec le grand format. Film Soir, grand format. Le grand reportage de Film Soir. Dans le grand format, nous revenons sur le lavage automoto. Nombreux sont les jeunes désœuvreux qui embrassent le lavage des engins roulants, une activité qui génère de plus en plus de revenus pour eux un peu partout dans la capitale Conakry. Au bord des principales artères, ils sont présents munis de petits groupes électrogènes, de bidons aux cuves remplis d'eau et tous les accessoires nécessaires pour bien accomplir cette prestation. Amadou Diallo. Le métier de lavage de moto et de véhicules est de plus en plus pratiqué dans le Grand Conakry. Mais au XXIe siècle en Guinée, qu'est-ce qui pousse surtout les jeunes à devenir laveurs d'engins roulants? Ibrahim Souri Tunkara rencontré à Kobaya argumente. Cette activité, je rends compte qu'en Guinée, ça ne va pas et on ne va pas se contenter à ce que les parents nous donnent parce que nous sommes nombreux dans la famille, la famille africaine. Donc c'est pourquoi nous sommes là. On vient aussi, on gagne notre petit pain pour pouvoir soutenir à nos business. Un peu partout aux abords des principales artères, ils sont présents, munis des petits groupes électrogènes, des bidons aux cuves remplis d'eau et tous les accessoires nécessaires pour bien accomplir cette prestation. Ici, nous sommes à Anko 5. Alpha Silla est chauffeur, mais ce n'est pas ce métier qu'il pratique actuellement. Il gère plutôt un lieu de lavage de motos et de véhicules pour plusieurs raisons. Bon, ici en Guinée, ça se passe ici. Bon, on fait une lavage ici. C'est là-bas qu'on se débrouille pour avoir notre fourniture et puis notre besoin parce que bon, on est là, il n'y a pas d'aide, tu vois. Bon, et puis ça galère, tu vois. Et puis actuellement tout le monde pleure, tu vois. Donc raison pour laquelle nous sommes là pour se débrouiller, pour travailler un peu, quoi. Le coût du lavage des motos est de 15 000 et celui des véhicules 25 000 francs guinéens. L'interlocuteur Mamadou Djouldeba que nous avons rencontré à la T8 a indiqué que le bénéfice qu'il gagne est peu, un état de fait qu'il explique par différents aspects. Il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons ici au niveau de la SEG et aussi des encadrés qui viennent pour nous jouer ici. Des fois, ils nous demandent des sommes qui ne sont même pas dans nos intérêts. Mais on nous sommes obligés de payer juste pour maintenir le lavage en place. Des fois, tu peux laver la voiture de certains clients. Donc, des fois, ils ne sont pas contents de vous. Ils disent non, c'est pas propre, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, il y a des difficultés quand même. Nombreux parmi ces jeunes exercent ce métier sans aucune formation initiale. Devant cette situation, les autorités devraient élaborer un programme pour encadrer ce secteur. En attendant, des initiatives privées avec l'ouverture des laveries se multiplient tous les jours dans plusieurs quartiers dans le Grand Conakry. Le lavage automoto, c'est le grand format de ce soir. On va à présent partir avec le sport. Film Soir, Actu Sport, le round-up de l'actualité sportive. Et c'est avec vous,
Yagouba, bonsoir. Bonsoir Aléo, bonsoir à tous. Sili National, Nabi Keïta et 2 autres forfaits, Kabadiawara appelle 3 renforts. Ah oui, la Guinée est en stage du côté du Portugal, ce stage d'air qui démarre ce lundi 9 octobre jusqu'au 17 octobre prochain en vue de la trêve internationale de la FIFA au compte du mois d'octobre. Après donc la liste publiée par Kabadiawara, 3 joueurs sont forfaits. Il s'agit de Nabi Keïta, Julien Janvier qui signait son retour, mais aussi Mohamed Abayo, tous déclarent forfait pour cause de blessure. Pour pallier donc à ces absences, le sélectionneur guinéen a fait appel à 3 autres joueurs. Il s'agit tout d'abord de Yadali Gabi, joueur de Austria Lusten, c'est en Autriche, qui est habitué récemment du Sili National de Guinée. Et puis de nouveau, il s'agit de Mohamed Souma, ancien défenseur de l'AS Calme, qui s'est engagé avec la Gantoise du côté de la Belgique et qui avait joué à la CAN des moins de 23 ans passés du côté du Maroc, mais aussi Fodé Girassi qui évolue en Belgique avec Frambourens. C'est un nouveau, il va honorer sa première sélection également avec le Sili de Guinée. En rappelant que lors de cette trêve internationale, la Guinée jouera 2 rencontres. Ce sera contre le Gabon et la Guinée-Bissau les 13 et 17 octobre donc à Algarve. C'est une région du Portugal. En parlant toujours de cette trêve, plusieurs rencontres amicales au programme cette semaine pour les pays africains. Ah oui, c'est le dernier regroupement avant le début des éliminatoires de la Coupe du Monde prévue au mois de novembre. Et donc toutes les nations africaines donc vont jouer des rencontres amicales durant cette trêve internationale, et ça va démarrer le jeudi 12 octobre avec 3 rencontres au programme. L'Égypte sera face à la Zambie, la Russie accueille le Cameroun, l'Algérie sera face au Cap-Vert. Et puis le vendredi, plusieurs autres rencontres au programme. Corée du Sud, Tunisie à Séoul, Angola, Mozambique, ça va se jouer au Portugal. Le Mali à Bamako sera face à l'Ouganda, et puis l'Arabie Saoudite sera face au Nigeria au Portugal. Le samedi, le Libéria reçoit la Libye au Portugal, la Mauritanie sera face à Madagascar, et puis à Abidjan, donc là à Côte d'Ivoire, sera face au Maroc. On termine par la Coupe du Monde de rugby, les affiches des quarts de finale connues. Ouais, un seul représentant africain pour ces quarts de finale. Il s'agit bien sûr de l'Afrique du Sud qui sera face à la France, le pays hôte d'ailleurs de cette Coupe du Monde, et ça sera le 15 à Saint-Denis à 19h temps universel. Mais avant, 3 autres rencontres seront au programme. Ça va démarrer le 14 avec Pays de Galles, Argentine, Irlande, Nouvelle-Zélande sont les 2 matchs prévus le 14, et puis le 15 à 17h temps universel, Angleterre, Fidji, et donc à 17h universel, et puis France, Afrique du Sud, comme je le disais, au Grand Stade de France à 21h. Merci infiniment à vous, Yarouba, pour toutes ces informations. On va parler rapidement de la culture. Film Soir. Info Culture. Et c'est avec vous, Orbi, bonsoir. Bonsoir Aliou, bonsoir à tous. On va commencer par PADEV 2023, l'artiste Lévi Bobo ravi. Et oui, le chanteur guinéen Lévi Bobo s'apprête à recevoir un prix à Kigali, Rwanda, en marge de la 18e édition du Sommet économique africain SEA, et qui se déroulera du 25 au 28 octobre 2023. Il s'agit du PADEV, prix africain de développement. Et cette cérémonie de distinction a été initiée en 2006 par la Fondation 225. Qui regroupe au total 12 pays africains. Et chaque année, le PADEV est décerné à des personnes physiques et morales dont les réalisations y arrivent dans leur domaine d'activité respectif, tant par leur qualité que leur impact sont considérés comme des modèles de contribution au développement de leur pays et de l'Afrique, ainsi que Lévi Bobo, alors chanteur guinéen talentueux, fera partie, je sais pas ce que c'est, partie des récipiendaires de cette année. Et la remise du prix à Lévi Bobo se fera sur fond d'une cérémonie prestigieuse à Kigali sous le grand feu des projecteurs du sommet économique africain. Et c'est de site en news à Lyon. Parlons à présent de PANAF 6, les premiers noms de line-up révélés. La 6e édition du festival PANAF prévue les 3 et 4 novembre dans la splendide salle de Doc
Box Dome à Bruxelles s'annonce grandiose. Fidèle à ses habitudes, DNG Prod propose un line-up centré sur des artistes populaires et urbains que vous apprécierez. Les premiers noms dévoilés pour cette édition commencent par Kouri Simplé, le mélangeur et l'Alipop, de nouveaux joyaux de la scène musicale de Conakry. Pour eux, ce sera une première participation au PANAF et une occasion de se faire connaître d'un nouveau public. Amlo, DJ Bobo et leur équipe s'activent sans relâche pour vous présenter une affiche haute en couleurs. Et l'objectif de DNG Prod est de répondre aux attentes des festivaliers impatients de revivre l'excitation du PANAF. Le PANAF 6 donc promet une expérience artistique fabuleuse. Les organisateurs affirment leur détermination à offrir un programme diversifié mettant en scène des artistes talentueux et plébiscités par le public guinéen et de la diaspora africaine. Aliou. Merci à vous, Orbi, pour toutes ces informations culturelles. Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette session d'information. On va partir avec l'invité. Film Soir, l'invité du soir. L'autre interview de Film Soir. Le Forum des forces sociales de Guinée a tenu une conférence de presse samedi pour réagir à la décision du gouvernement de mobiliser un montant de 5 000 milliards de francs guinéens. Le coordinateur du Forum des forces sociales craint que les conséquences de cet accord de prêt ne soient dévastatrices pour le secteur privé. Il est l'invité de Ibrahim Khalil Diallo. Suivez. Abdoul Sako, bonsoir. Bonsoir Khalil. Vous estimez à propos des milliards contractés par l'État guinéen auprès des banques privées que c'est une combine inflationniste? Oui, nous disons bien entendu que c'est une combine inflationniste. D'abord, la combine, nous, à notre égard, les partenaires, qu'on soit monétaires, économiques ou financiers, ne doivent pas profiter de la fragilité d'un État pour faire des profits à une dimension donnée. Surtout les partenaires du monde banquier qui ne sont pas là pour un régime, qui sont là à long terme. Et en principe, ils ne devraient pas profiter de l'ignorance ou de l'appétit des autorités actuelles pour contracter, s'il faut, un accord qui va à l'encontre de l'orthodoxie monétaire et économique du pays. Voilà en quoi nous parlons de combine. Et mieux encore, nous parlons que c'est une combine inflationniste parce que pour qui sait quelle est l'importance des réserves obligatoires que les banques primaires ont au niveau de la banque centrale, en termes plus simples, ce sont des réserves qui nous protègent de l'inflation. Et mieux encore, les banques primaires se sont fait énumérer de la part de l'État sous forme de dette à partir de ces réserves obligatoires qui sous-entend par là ce que les banques cherchent avec le secteur privé, qui cherchent avec le monde des entrepreneurs, qui créent en tout cas la richesse dans le pays, ce qu'ils cherchent avec ces acteurs, avec des risques à une dimension donnée. Ils se sont fait procurer de ça avec l'État sans risque. Alors, vous estimez que cet accord va rendre aussi davantage très cher le panier de la ménagère. Qu'en est-il? Ça, déjà, ça passe de commentaires. La première chose d'abord, il n'y a plus de garantie qui nous protège de l'inflation. Ça, c'est un premier niveau. Et qui parle d'inflation, et bien entendu, parle à une dimension donnée de la cherté de vie, du coût qui va, de l'impact sur le panier de la ménagère. Mais encore, je disais tantôt, c'est le secteur privé à une dimension donnée qui crée de la richesse. Si ce secteur privé est écrasé au profit du monde banquier, donc comprenez par là que encore la pauvreté va s'accentuer dans le pays. Et très malheureusement encore, ce sont des dettes, le surendettement à une dimension donnée du pays qui serait là sur une durée au minimum de 5 ans. Voilà, on parle de combien. Et nous disons encore, nous alertons ces banques, et pas les banques seulement, tous les partenaires aujourd'hui, qu'en soit bi ou multilatéraux, qu'en soit au niveau local ou international, qui profitent de l'ignorance ou de l'appétit des dirigeants d'aujourd'hui pour profiter sur le dos du peuple à travers des accords de dette ou des accords de partenariat. À la sortie de la transition, ces accords seront revus et le peuple souverain, à travers les leaders légitimes qu'ils ont élus, apprécierait à travers ces élus pour savoir
si tel accord ou tel accord mérite l'attention du peuple souverain de la Guinée. Récemment, le ministre de l'économie et des finances a précisé que ces 5 milliards mobilisés par l'État visent un peu à combler le déficit budgétaire. C'est une forme, s'il faut, d'aveu public que le ministre a envoyé en d'autres termes. C'est-à-dire, ils ont montré par là qu'ils ont une incapacité aussi bien de mobiliser les ressources, les recettes internes, mais aussi externes. Donc sur cette base, il veut simplement dire qu'ils ont eu des ambitions qui dépassent leurs compétences. Ils ont simplement dit qu'à un moment donné, ils ont pensé que la gestion de l'État, c'est un jeu d'enfant. Ils se sont rendus compte que ça demande plusieurs dimensions qui tiennent compte de l'interconnexion entre le monde aujourd'hui, qui tiennent compte de certains principes et valeurs démocratiques pour lesquels on ne peut pas faire fi et venir. Donc, la seule solution pour eux, c'est d'aller, s'il faut, asphyxier, s'il faut, l'économie du pays en faisant des emprunts vraiment qui sont peu religieux. Voilà le message du ministre en réalité. Qu'est-ce que vous demandez au peuple de Guinée? Nous demandons au peuple de Guinée, c'est aussi clair que soit que le peuple de Guinée continue à suivre le CNRD qui est perdu dans le désert de la gestion du pouvoir, ou que le peuple s'élève dire que l'économie, la politique économique, monétaire et sociale que le CNRD nous a vendue ne peut absolument rien. Si le CNRD est dans l'ignorance, que le peuple s'élève pour dire au CNRD quelle est la direction à suivre. Et si le CNRD est absorbé par ses ambitions qui par rapport aux privilèges du pouvoir, il revient au CNRD, au peuple encore de dire que ces ambitions ne peuvent pas marcher. Au-delà de cela, nous allons continuer dans la manipulation de l'information, dans l'instrumentalisation des données, se mentir soi-même et s'enfoncer dans le mur. Abdoul Sako. Oui, merci beaucoup mon frère. Voilà, vous avez compris, c'était Abdoul Sako, le coordinateur du Forum des forces sociales qui répondait aux questions de Ibrahima Khalil Diallo. Voilà, on est arrivé à la fin de cette session d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction et coordonnée par Arissa Tousso. Merci également à Fatoumata Bari pour la conduite technique. Au revoir. FIM FM.